9 juillet, conférence de Mano Kurutchari, conservatrice des antiquités et des objets d'art pour le département 64 auprès du ministère de la Culture, à l'occasion du cinquantenaire du décès du marquis Pierre d'Arcangues et sur son rôle dans l'aménagement de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et quand Lionel, que je connais depuis l'époque où on a fait ensemble l'inventaire de tous les objets de la cathédrale de Bayonne, les propriétés de l'État, donc on a passé de longues heures ensemble pour déterminer l'état de santé des objets, à qui ça appartenait, etc. Donc après, lorsqu'il a eu en charge l'église de Saint-Jean-de-Luz, là aussi classé monument historique, avec des objets aussi très nombreux, classés monument historique. Quand il m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, j'ai accepté bien volontiers, parce que ce que je vais vous transmettre, c'est ce que j'ai appris dans le cadre de cette mission, et notamment avec les gens qui restaurent les objets. Ce sont des gens extraordinaires qui ont la passion de la restauration dans le cadre des monuments historiques. Et puis aussi, je travaille avec la commune d'Arcangues. Peut-être que vous avez vu qu'il y avait des panneaux maintenant présents dans le centre-bourg pour donner des clés de lecture à ce centre-bourg singulier, exceptionnel, qui est le centre-bourg d'Arcangues. Et pour ce faire, avec Sandrine Charlal, la conseillère municipale, nous avons passé des heures et des heures à lire et à compulser les archives communales. Donc du coup, nous avons trouvé ensemble un certain nombre de renseignements et d'informations que je vais avoir le plaisir de partager avec vous aujourd'hui. C'est loin d'être exhaustif, je le précise. Alors, vous le savez, vous êtes dans une église dédiée à Saint-Jean-Baptiste qui est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1925. Alors, je précise bien, inscrit, classé, inscrit, c'est un arrêté préfectoral, classé, c'est un arrêté ministériel. Mais quel que soit le niveau de protection, inscrit, classé, le fait que ces monuments historiques permet à l'édifice ou à l'objet d'être reconnu comme ayant un intérêt culturel de haut niveau. Voilà. Alors, pour commencer, dans ce qu'on a travaillé avec Sandrine Charlal, on a exhumé de l'archive privée une carte postale qui représente cette église. Alors, elle n'est pas datée, on a beaucoup de mal à la dater. C'est une carte postale Étienne Bayonne-Biarritz et Ordo. De la carte postale, il y a inscrit ceci: Arcangues, l'église 16e siècle. Je pense que ça fait référence au claveau de la porte d'entrée à l'ouest 1589. Et surtout, cette phrase de Pierre d'Arcangues: nos églises aux vieilles galeries, dont le bois poli par tant de générations sans retentir encore de tous les créneaux magnifiques et des magnificats de toutes les adorations. Alors, au vu de cette phrase de Pierre d'Arcangues, vous avez compris que ce maire, Pierre d'Arcangues, qui est resté maire du 12 mai 1929 jusqu'au 21 février 1969, ce personnage a eu cœur d'enrichir, d'embellir, de valoriser cette église. En 1932, Pierre d'Arcangues demande le classement au titre des monuments historiques pour cette église, qui était déjà inscrite. Il insiste sur sa lettre en disant, au vu de l'intérêt artistique que présente cet édifice, la réponse du ministère de l'Éducation nationale via le directeur général des Beaux-Arts au Palais Royal le 11 avril
33, je cite la pièce d'archives, vous aviez bien voulu attirer mon attention sur l'intérêt du classement de l'église d'Arcambre parmi les monuments historiques. Une enquête a été immédiatement ouverte à ce sujet et le dossier soumis à l'examen de la commission des monuments historiques. Mais cette assemblée a émis un avis défavorable, estimant que l'église d'Arcambre présente bien les caractéristiques des églises basses. Elle n'offre cependant pas un intérêt égal à celui d'autres édifices religieux de la région. Deuxième argument donné, l'insuffisance des crédits alloués pour la conservation des monuments classés oblige cette assemblée à ne plus proposer désormais que le classement des édifices dont la valeur archéologique est de premier ordre, donc l'échelle de Pierre d'Arcambre. Arrêté du 22 octobre 1942, 10 ans après, vous le savez peut-être, la place du village dont fait partie cet édifice qui sont ses menhirs est classée, je cite, parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque par le ministre d'État à l'Éducation nationale à la jeunesse, secrétaire général des Beaux-Arts, etc. L'arrêté est notifié, donc 1942, à la municipalité d'Arcambre et au propriétaire de cette plaque, qui est le marquis. 10 ans après, et là j'en viens directement à un sujet que je maîtrise un tout petit peu. Lors de la réflexion du chœur en 1952, plusieurs dons de Pierre d'Arcambre, de sa famille et de ses amis ont été réalisés pour le chœur de cette église. C'est un document que j'ai eu une copie d'archives privées, une feuille dactylographie, parfois difficile à lire, avec un complément manuscrit. La plupart de ces objets que je vais citer ont été protégés au titre des monuments historiques inscrits, donc par arrêté préfectoral, lors de plusieurs campagnes de protection en 1972, en 2000 et en 2009. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, parmi les exemples, bien sûr, les deux panneaux que vous avez dans ce que je vais dire, le chœur, à droite et à gauche. Alors, côté sud, bien d'accord, côté sud, vous avez le panneau ici qui représente l'Annonciation, c'est-à-dire sur votre droite. Et donc là, on lit sans problème sur ce panneau 17e en bois sculpté, polychromé, qui a été protégé, monument historique en 72, que l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Et de l'autre côté, donc sur votre gauche, lui faisant face, un autre panneau 17e de très belle facture. Où là, on voit Marie rendant visite à sa cousine Élisabeth. Et vous savez que d'après les textes sacrés, les deux sont enceintes, Élisabeth de Jean-Baptiste et Marie de Jésus. Alors, quand en 1952, ces deux panneaux ont été mis en place dans ce chœur, on le sait, ils ont été mis en place avec en fond un brocart de soie vieux rose qui figure dans la liste de 1952. Lors de la restauration de l'édifice en 2014-2015,
vous voyez un décor étonnant, en très bon état, 19e siècle, avec, donc c'est un décor sur boiserie qui est peint. Alors, du côté, bien sûr, côté sud, Saint-Joseph, c'est tout un décor de fleurs de lys. Je rappelle, pour symboliser la pureté, et sur les pilastres, vous verrez le monogramme SJ au sommet là, de ces pilastres décorés 19e. Vous avez le SJ pour Saint-Joseph. Côté nord, là, vous verrez toujours cette peinture 19e extraordinaire, là, dédiée à la Vierge. Et là, vous avez en représentation la fleur d'églantine. Vous savez que l'églantine, c'est la rose sauvage. Et vous savez que la rose, pour l'iconographie chrétienne, notamment catholique, c'est le symbole de la Vierge. Et pareil, vous voyez au sommet de ces pilastres, de la première partie sur fond, je dirais foncé, vous avez M-A, qui signifie Marie. Alors, la question s'est posée, il était impossible de remettre le fameux brocart de 1952. Donc, on a fait des essais de nouveaux brocarts. Mais vous savez que les normes maintenant sont draconiennes par rapport à la sécurité, à la sauvegarde du bâtiment et des biens et des personnes qui le fréquentent. Donc il fallait mettre des soins inifugés. Donc on a fait des essais, mais ça ne représentait que faiblement, je dirais, l'ensemble digne des deux panneaux sur lesquels devait figurer, sous lesquels devait figurer ce brocart. Alors finalement, après discussion, dans cette discussion, je le répète, lorsqu'il y a une restauration monument historique, c'est toujours le ministère de la Culture, la DRAC, c'est-à-dire la conservation régionale des monuments historiques. Là, c'était Muriel Monriac, le propriétaire de l'édifice, la commune et l'affectataire. Et donc, il y a eu un échange, et je dirais que c'est inséré dans l'échange de manière spontanée, Marie-Thérèse d'Arcan, qui est venue nous donner son avis aussi sur les différents brocarts. Ça a été des grands moments. Voilà, vous en doutez. Alors, c'était extraordinaire parce que le chantier était interviewé partout, elle est arrivée, et elle savait, je ne sais pas par quel miracle, à quel moment nous avions les réunions. Elle devait avoir une antenne spéciale. Ça a été des très très beaux moments humains. Et finalement, donc, le parti pris a été de replacer ce décor 19e pour des raisons que vous avez bien compris. Alors, à propos de panneaux comme ça, 17e, je vais sortir un petit peu du cadre du cœur. Je signale le panneau qui est dans la chapelle Saint-Gaudrin, qui est de la même type de facture 17e, polychromée et dorée, qui a été inscrit au titre des monuments historiques en 2009, qui représente l'arrestation de Jésus par Judas, vous le savez, par les soldats romains. Il a été restauré dans sa polychromie en 2018 par l'atelier 32. Et puis, j'avoue, mon chouchou, c'est le panneau que vous avez dans la nef, tout à fait là-bas, inscrit au titre des monuments historiques en 1972, qui représente une très belle décollation de Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez sur ce panneau, on voit la prison est suggérée dans le registre,
une grille. Vous avez Jean-Baptiste en bas à gauche. Et n'oubliez pas que notre lecture à nous, Europe occidentale, on lit de gauche à droite. Donc les personnages, les éléments importants sont passés forcément à gauche. Donc vous avez Jean-Baptiste et vous admirerez notamment le visage, combien il est beau et il est serein. Ben, voilà. Et puis, l'autre côté, donc côté droit, eh bien vous avez le soldat qui est pris avec son cimetière à décapiter Jean-Baptiste. Et au centre, vous avez Salomé, viens-t'en, avec son plat, la tête de Jean-Baptiste. C'est vraiment exceptionnel comme œuvre, pas signé bien sûr. En revanche, il est marqué que c'est un don de Marie Ponton, qui était antiquaire à Biarritz vers 1950. Et ce panneau cache, vous le savez, la porte murée. Et si vous allez à l'extérieur, vous verrez qu'il y a une date sur cette mue, sur ce linteau, 1679. Autre élément qui figurait sur la liste de 1952, c'est ce très beau décor qui entoure la porte de la sacristie. C'est un décor, donc, 18e siècle, en bois sculpté, naturel, qui a été inscrit en 1972. Vous voyez deux pilastres cannelés, surmontés de chapiteaux ouvragés et d'un entablement, une partie supérieure, où vous voyez un astre rayonnant. Voilà. Donc, toujours de pierre parfumée. Après, bien sûr, figure aussi dans la liste le rétable. Vous savez que c'est le rétable, c'est toute l'organisation qu'il y a au-dessus du maître-autel. Je le pousse parce que moi, ça n'a aucun intérêt qu'il soit devant. Et là, vous avez un rétable d'hôtel Régence avec deux motifs en bois sculpté de part et d'autre. Et à propos du tabernacle que vous avez, sous le reliquaire, on est bien d'accord, il y a deux statuettes qui est installées de part et d'autre et qui depuis ont été volées. La première a une date indéterminée, postérieure à l'an 2000. La deuxième avait fait l'objet d'une plainte en 2006. Malheureusement, elles ont été volées. Normalement, lorsque on a ce type de décor de chœur, il y a des chandeliers. Et des chandeliers, c'est extrêmement important. C'est ce qui porte la lumière. Là, vous avez deux chandeliers, parce que les autres ont été volés. En 72, les 8, il y avait 8 chandeliers qui avaient été inscrits au titre des monuments historiques. 2 ont été volés le 23 juillet 1914. En 99, les 6 restants ont été restaurés. 4 ont été volés. Et vous en avez 2 en place. Voilà. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous voyez à peine derrière la table d'hôtel qui a été avancée depuis le Conseil Vatican II, c'est ce qui sert, je dirais, d'antépédium, c'est-à-dire de devant, de base, sous le rétable. C'est une tapisserie qui figure justement dans la liste de Pierre Marquand sous le terme de tapis ancien, 17e siècle, et qui a été inscrit au titre des monuments historiques en 1972. Alors, c'est un très bel antépédium en laine et soie qui fait un peu plus d'1,30 m sur 2,50 m de long. Et très étonnant, ce sont des fragments de tapisserie diverses, assemblés de manière très chaotique. Le montage ne tenant pas compte de la concordance des motifs, donc très difficile de distinguer le sujet du parlement.
lorsque les restaurateurs textiles divers sont venus étudier cette tapisserie, la tapisserie montée, comme elle est à l'heure actuelle, a été elle-même rabattue sur 27 cm. Lorsque Nadège François, conservatrice restauratrice des textiles, a procédé à une intervention très délicate sur cet ensemble, elle a procédé à une intervention de dépoussiérage le 27 avril 2015. Elle a dit que la toile, on pouvait observer une doublure de toile fine de fibres cellulosées. Elle a remarqué que l'ensemble était très sale, qu'il y avait des dépôts de poussière extrêmement anciens, des semences oxydées, bien sûr, pour fixer l'ensemble, des taches de rouille, des nombreux œufs d'insectes. Et j'aime beaucoup dans le rapport, elle dit non identifiés, les insectes. Et aussi deux cocons d'araignées. Vous voyez, c'est extrêmement précis lorsque les personnes professionnelles interviennent. En revanche, pas de mythe de textile. Alors, le Parlement est en très mauvais état. Nous déterminons qu'il est en péril. C'est un objet en péril, en cours de dégradation. Alors, c'est urgent, bien sûr, de prendre en charge cette restauration si on veut pérenniser l'œuvre. Mais ça sera des coûts très, très, très importants. Voilà. Alors, pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Alors, également, sur la table d'autel qui est avancée, vous avez un devant d'autel qui est 18e siècle, mais avec des rajouts de guirlandes et de fleurs et des décors 19e. Là aussi, ce sont les restaurateurs qui nous ont permis d'identifier ce qui est 18e, ce qui est 19e. Alors, origine inconnue. Donc, l'Italie, Provence, ça a été restauré à 2 reprises, en 1999 par l'atelier Jean-Louis Buffon et en 2015 par l'atelier Chénitaire au moment de la réflexion de cette église. Puis bien sûr, connu, ces 2 anges porte-flambeaux que vous avez au sommet de ces quelques degrés d'escalier qui sont 17e siècle, qui sont inscrits au numéro historique depuis 1972, qui sont en bois sculpté doré peint. Ce sont des anges en pied, pour le constater. L'un porte le flambeau de la main droite et une navette dans la main gauche. L'autre porte le flambeau de la main gauche et un encensoir dans la main droite. Ils ont vraiment besoin d'être restaurés. Je sais que la commune envisage d'intervenir pour une restauration, puisqu'ils sont vraiment aussi en péril. Enfin, au-dessus de votre tête, ce lustre qui figure dans la liste Pierre d'Arcan en 52, c'est un lustre qu'on a pu dater début du 19e, qui a été inscrit au titre des monuments historiques et qui est mentionné donc sur cette liste. Vous voyez, vous le connaissez, ce lustre, parce qu'il fait partie des objets emblématiques de cette église. Il y a 8 chimères réunis à leur base par des guirlandes et qui portent 8 lumières. Donc là, il a été électrifié pour rappeler cette notion de photophore, porter la lumière. Il a été restauré en 2015 aussi par l'atelier Chénitaire. Alors, je ne peux pas ne pas mentionner des œuvres, 3 œuvres, qui figurent sur la liste de Pierre d'Arcan en 52, qui ne sont pas monuments historiques. Ce sont les 3 tableaux de José de la Peña. Alors, je vais parler d'abord des 2 qui sont sur au-dessus justement des panneaux, je dirais les panneaux 17e. Vous avez bien sûr
gauche, très belle peinture. Et sur votre droite, vous avez un Saint-Joseph. Et l'enfant Jésus, ce sont des tableaux qui font à peu près 2 mètres sur 1,50 m. Et puis, surtout, étonnant, c'est le Jean-Baptiste qui figure au centre de cet ensemble du cœur. Étonnant Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Alors vous savez que lorsqu'il prêche dans le désert, il est normalement couvert de peau de chameau. Or là, il a une superbe tenue de léopard. Extraordinaire. Il est vraiment super et il prêche de sa main droite, il porte bien sûr le bâton crucifix sur sa main gauche. Et si vous avez l'occasion de bien regarder ce tableau, vous remarquerez que le regard qu'il y a en fait de ce Jean-Baptiste à la fois vers l'extérieur, mais tourné aussi vers l'intérieur. C'est comme un bodhisattva, pas extraordinaire. Alors, c'est une œuvre, pour moi, particulière et singulière. Malheureusement, le bas du tableau est très dégradé. Alors là, c'est comme c'est rentré en 52, je ne sais pas à qui ça appartient, à qui il faudrait demander une restauration. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que ce tableau est caché en grande partie par une croix. Une croix qui est placée, je reviendrai sur l'histoire du reliquaire qui est au-dessus. Et vous voyez que toute la partie, je dirais, inférieure du personnage est occultée par une croix qui est un monument historique, au 19e. Cette croix d'ailleurs qui remplace une croix d'autel qui était beaucoup plus fine, qui était à ivoire et qui a été volée en 2008. Voilà. Alors, il est évident que quelques mots se procèdent à la Peña parce que c'est un peintre important, né à Madrid en 1887, qui est issu de la noblesse de Valence. En 1920, il va s'installer à la Villa Fortuna anglaise, et je crois que la villa n'existe plus. Et au moment de sa mort, il a légué son fonds d'atelier, c'est la commune d'Anglaise qui possède son fonds d'atelier. Alors pour nous, ce qui est important à Arcang, c'est qu'il est enterré ici, dans le cimetière sud, et le maire, et ça encore je fais référence aux archives municipales qu'on a pu étudier, le maire, je cite, faisant ressortir la valeur artistique et matérielle de 3 tableaux, dont à l'église d'Arcang, le maire va faire voter en conseil municipal une concession gratuite pour procéder à la paix. Comme à l'époque, un tiers du prix de la concession devait être obligatoirement versé au bureau de bienfaisance, eh bien, le conseil municipal a voté la somme de 2700 francs au profit de ce bureau. Donc, procéder à la Peña. Cette concession, voilà. Alors, oui, un mot sur le reliquaire qui surmonte le tabernacle. Vous savez tous qu'il y a eu un départ d'incendie ici le 10 mai 2022 et il a fallu procéder bien sûr au nettoyage de l'édifice, mais aussi au nettoyage de tout ce qui est objet, et notamment des objets monuments historiques. Et donc, sous mon contrôle entre guillemets scientifique, c'est l'atelier Jean-Claude Aissaguer et l'atelier de restauration d'Aurure Martinez qui ont procédé à l'intervention, notamment sur l'ensemble du cœur.
Et donc, on a dû déplacer le reliquaire, on l'a déposé, et il a fallu qu'on le démonte entièrement pour pouvoir nettoyer les cendres, etc. C'était inséré à l'intérieur. Et ça, alors, on l'a fait avec d'infimes précautions, bien sûr. Et ça nous a permis de comprendre que, certes, vous voyez la façade des 18e, il n'y a pas de problème de style rocade avec ces deux anges de visage très divin d'anges très 18e, pas de problème. Le reste est un montage 19e, 20e, et à l'intérieur, il y a bien sûr la petite boîte dans laquelle il y a la relique de Jean-Baptiste, et sous cette petite boîte circulaire, il y avait un papier plié qu'on a déplié avec d'infimes précautions, qu'on a photographié bien sûr, et ce papier, c'est un certificat d'authenticité émis par Stéphane, archevêque de Irénolopoulos, sous le pontificat du pape Grégoire VII, pape qui a eu un pontificat de février 1831 à juin 1846. Lionel est tout à fait en mesure d'apporter des précisions sur ce certificat s'il le souhaite avec plaisir. Alors, ça nous disait simplement que la relique qu'il y a là-haut est une relique qui est extraite du tombeau de Saint Jean-Baptiste. C'est un morceau du tombeau. Voilà. Je mets les deux dernières remarques, les deux informations que je voudrais apporter. C'est, vous voyez, chaque fois je donne une étape de plus. C'est 1960-61. Donc on est pratiquement 10 ans après. Et là, vous savez que Pierre d'Arcan a transformé le clocher de l'église. Alors, dans le cadre d'un projet de travaux de grosses réparations à effectuer au clocher, dont l'étanchéité laisse grandement désirer, alors on rappelle que d'importants travaux avaient déjà été proposés pour modifier l'aspect. Et là, c'est extraordinaire dans le récit du conseil municipal, pour supprimer les créneaux inesthétiques. On ne met pas beaucoup le néo-médiéval clocher. Alors là, je me permets de vous citer le devis descriptif qu'on a trouvé intégralement, qui est présenté par l'architecte bras droit de Pierre d'Arcan, qui était Casamayou de Bayonne. Alors, il va faire point par point. Premièrement, on va réfection du clocher, dont la terrasse n'est pas étanche et dont la forme architecturale doit être corrigée, eu égard à son classement sur la liste des monuments historiques. 2. Construction d'un auvent devant le porche, permettant de s'abriter et constituant également une amélioration de l'architecture. 3e, modification des béalogies et des abassons, simplification de la niche en style gothique, modification du cadran de l'horloge, crépi des façades du clocher, et enfin, électrification de la sonnerie des cloches. Le montant total de la dépense honoraire s'élève à 57 239,95 nouveaux francs. Le Conseil décide d'approuver le projet, de solliciter une subvention du ministère des Beaux-Arts
et une autre subvention du Conseil général. Le financement de la dépense sera opéré comme suit. A. Subvention ministérielle. B. Subvention du Conseil général. C. Participation des fidèles. Et D. La commune par le produit de la vente de terrains communaux. En 1961, eh bien, vous avez le nouveau clocher tel que vous le connaissez, qui est désormais en place. Et j'en profite pour rappeler que ce clocher abrite deux cloches importantes. Et avec des inscriptions en latin, en français et en basque. Donc, je ne vais pas vous donner, ne parlant pas latin, je vais vous donner les inscriptions en français et en basque que je traduirai bien sûr. Sur la plus grosse cloche, il y a indiqué « Je loue en latin et en français. Je loue mon Dieu, j'appelle le peuple, je rassemble le clergé, je pleure les défunts, je fais fuir la peste, je décore la fête. » En basque, Isenadut Michaela Louise, mon nom est Michaela Louise. Aitachi Miguel d'Arcan, Yaonekiko Yauna. Parrain, Miguel d'Arcan, maître du château. Amachi Louise La, Gastelorico Andrea, marraine Louise Fabre, dame de Gastelou. Eretor, Sylvestre Fortabat, curé Sylvestre Fortabat. Orso Apès, Alexandre Molinier, maire Alexandre Molinier. Et bien sûr, figure aussi comme inscription fondue plus tard par Ursulin d'Ancos, breveté SGDG 1893, et l'inscription est accompagnée d'une représentation de la Vierge. La plus petite porte les inscriptions suivantes: latin, français, cœur sacré de Jésus, amour du genre humain, enflamme le cœur de tes fidèles par ton amour. En basse, Isenadut Marie Alexandrina, mon nom est Marie-Alexandrine. Aitachi Alexandre Molinier, Orso Apès, parrain Alexandre Molinier, maire. Amachi Marie Soulange Gaudin, Marie Soulange Gaudin. Adèle de Bois-le-Comte, Bélé Amaséalen Orbé, à la place de Adèle de Bois-le-Comte, qui était sa mère. Hérétor Sylvestre Fortabat, curé Sylvestre Fortabat, et bien sûr fondu par l'atelier Ursulin d'Ancos à Nantes. Et moi, ma dernière, information, c'est quand on sort bien sûr de l'église, on sort des auvents, on sort du clocher, et vous savez que dans les années 1960, même 1953, Pierre d'Arcan a procédé à l'extension du cimetière côté sud. Et en deux fois, dans un terrain contigu à l'ancien, dans une prairie qui fut mise gratuitement à la disposition de la commune par la famille d'Arcan. Mais je voudrais rappeler, avant de parler, de conclure sur ce très beau cimetière, parce que déjà, alors qu'il n'était pas maire, Pierre d'Arcan, en 1926, lors d'une séance du conseil municipal, qui était présidée par le maire adjoint Biolay, le conseiller municipal Sistiac lit une lettre de M. le marquis d'Arcan, qui dit ceci: Monsieur le marquis s'engage à agrandir à ses frais et en suivant la procédure légale le cimetière du côté sud pour y construire le caveau personnel, la commune n'ayant qu'à aménager un escalier assez large donnant accès du cimetière actuel au cimetière protégé. C'est pas fini. Monsieur le marquis promet de donner gratuitement à qui le désirera des concessions perpétuelles
sur le terrain disponible à condition que la personne s'engage à mettre sur son caveau une pierre tombale basse qui lui sera fournie gratuitement. Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de M. le marquis. Bon, il faudra attendre les années 50. Alors, vous le savez aussi bien que moi, dans les années 50, s'inspirant des cimetières basses traditionnels, ce cimetière est conçu avec des monuments anciens, réutilisés, parfois réinventés. Stèle discoïdale, croix, 17e, 18e, mais aussi, à l'heure actuelle, des créations contemporaines, collectées par Pierre d'Arcan. Stèles et croix anciennes constituent une collection exceptionnelle de pierres originaires des 3 provinces, la Beaume, Basse-Navarre et Soule, témoins de l'art funéraire basque reconnu. L'association Lambourou, qui est en charge, bien sûr, depuis sa naissance, je dirais, l'inventaire de toutes les stèles discoïdales, est en train de procéder avec des bénévoles d'Arcan au nettoyage de ces stèles et revérifie, procède à un récollement de tout ça. Alors la présence de banques, de fontaines, fait de cet espace dévolu à la mort un lieu de vie, invitant au calme et à la sérénité. En guise de conclusion, et pardon d'avoir été aussi long, en guise de conclusion à ces quelques clés de lecture, je vous invite à aller, si ce n'est déjà fait, à parcourir la déambulation que la commune a mis en place, ou est en train de mettre en place, 10 arrêts, pour éduquer le regard, donner envie d'en savoir plus sur ce centre-bourg singulier, unique, que le long mandat du maire Pierre d'Arcan a mis en place, et que le maire actuel et son équipe continuent à enrichir dans un esprit de transmission, de partage pour les gens d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. Si vous me demandez mon coup de cœur, c'est la Pietà qui est au fond. La Pietà qui est au fond, qui à l'origine était dans une niche ici. Et quand ils l'ont descendu parce que la décision lors de la réflexion de 2014-2015, c'était de redonner une cohérence au cœur de ce qui a été décidé, du coup, cette Pietà, on l'a enlevée. Et alors qu'elle avait été protégée au Didier-Ministre comme étant une Pietà pierre, elle s'est révélée en bois de tilleul, avec, alors, probablement 17e, et donc avec X interventions de polychromie dessus, selon les modes et les envies. Et donc, après, il fallait lui trouver une place, parce qu'elle est très importante, très encombrante contre guillemets. Et c'était compliqué, parce que dans le cœur, c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'elle figure au fond et qu'elle bénéficie de l'éclairage particulier. Et le parti pris de restauration, avec Schneider, on a beaucoup travaillé, c'est de revenir à une couche de polychromie du début 20e. Parce que on a fait des tests d'une polychromie plus ancienne, elle s'est révélée lacunaire. Et nous ne sommes pas dans un musée, on est dans une église, et cet objet est un objet de dévotion dont on respecte aussi l'aspect. Et donc ça c'est important. Et du coup, il y avait, et je crois que maintenant on le voit plus, il y avait toujours une petite fenêtre qu'on avait maintenue sur la poitrine de la Vierge, où on voyait des couleurs très belles, des verts, des bleus, etc., qui témoignaient de cette polychromie d'origine.
Voilà. J'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, madame. Comment tu t'appelles, toi? Ah oui, il faut le garder. Pour recevoir pleinement l'Esprit Saint, pour discerner dans le pain et le vin Jésus qui est véritablement présent. La logique. Les gens que j'entends, c'est que l'église est déjà magnifique, mais maintenant ils la regarderont avec un nouveau regard. Mais c'est un peu le but de cette conférence. Pour que quand on habite dans un endroit qui est marqué par l'histoire et qui est inscrit dans la beauté, c'est bien qu'on puisse avoir de temps en temps un éclairage apporté par une personne compétente pour pouvoir mieux vivre là où on vit et être capable aussi de dire là où on vit à ceux qui viennent nous visiter en ayant quelques petites choses à leur donner quand même. Vous êtes tous des missionnaires maintenant. Oui. Oui, j'étais très très heureuse de venir aujourd'hui à Arcand, apporter ma petite connaissance sur cette église et les objets. Mon rôle aussi, c'est de partager, de transmettre, dans le cadre de ma mission, ce que j'apprends. Et c'est toujours intéressant de dialoguer sur un sujet comme ça.